Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de nos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission hebdomadaire dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications qui nous ont semblé les plus importantes, les plus pertinentes de la semaine, articles que vous pouvez par ailleurs retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. La production de céréales et oléagineux au Brésil devrait atteindre un record en 2022 avec 270,7 millions de tonnes, soit une croissance de 19,9 millions de tonnes, ce qui correspond à une hausse de 7,8% par rapport à l'exercice 2021, et ce, selon les prévisions publiées par l'Institut national de la statistique brésilien, l'IBGE. La hausse de la production attendue pour 2022 résulte principalement d'une augmentation attendue de la production de maïs touchée l'an dernier par les fortes chaleurs. Concernant précisément les céréales, les projections tablent sur une hausse de 11,1%, soit 2,8 millions de tonnes, au cours de la récolte et de 26,8%, soit 16,3 millions de tonnes, pour la deuxième, en comparaison avec 2021, indique toujours l'IBGE. Une hausse de 0,8%, soit 11 millions de tonnes, est attendue pour la production de soja, dont le Brésil est le premier exportateur mondial. En 2021, la production d'oléagineux a baissé de 10,3% à 134,1 millions de tonnes. Les exportations de blé tendre français hors de l'Union européenne le mois dernier ont culminé en octobre après une saison record 2014-2015. En effet, les exportations vers la Chine ayant augmenté après un mois de septembre plus lent selon les données de Refinitiv. En octobre, quatrième mois de la campagne 2021-2022, les exportations de blé tendre vers des destinations en dehors des 27 pays de l'Union européenne s'élevaient à 973 300 tonnes selon des estimations préliminaires. Avec une estimation initiale de 431 500 tonnes, la Chine était la première destination hors Union européenne du blé tendre français pour le deuxième mois consécutif après l'Algérie avec 193 400 tonnes. L'agence agricole France Agrimer a abaissé ce mois-ci ses prévisions d'exportation de blé tendre français hors Union européenne à 9,4 millions de tonnes pour l'ensemble de la campagne juin-juillet 2021-2022, mais c'est 2 millions de tonnes de plus que la saison dernière. Les exportations totales de céréales des ports français vers toutes les destinations en octobre s'élèvent à 1,61 million de tonnes, dont 1,61 million de tonnes après la campagne 2014-2015, donc ce qui est stable. Concernant les légumes d'hiver, c'est habituellement la saison de la carotte commence fin juin. Cette année, elle a démarré à la mi-juillet. Les aléas climatiques successifs, notamment l'excès d'eau et le manque de soleil, ont permis aux mauvaises herbes de proliférer. Le temps de désherbage manuel a ainsi augmenté de 25%. De plus, le marché cette année est très concurrentiel, notamment aux nombreuses conversions de produits en bio. Les ventes sont donc calmes, le marché est très spécial cette année. La carotte est normalement un légume consommé dès le début de la saison et surtout à la rentrée scolaire. Cette année, il y a de gros volumes dans toute la France. Les producteurs cherchent à sortir leur production de carottes au plus vite pour éviter les pertes. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre émission hebdomadaire La lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Nous en avons donc fini avec cette sélection d'articles publiés cette semaine sur la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.fr. J'ai le plaisir maintenant de recevoir Éric Morin. Bonjour Éric. Vous m'entendez, Éric ? Oui, je vous entends. Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes à la fois chef du restaurant Le Bruit qui court et co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin, une entreprise qui est spécialisée dans les desserts. Bienvenue Éric, je vous remercie d'être avec nous dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de votre activité de chef du restaurant du Bruit qui court à Quessoy dans les Côtes-d'Armor. Et comme nous le voyons depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je souhaiterais savoir si vous êtes impacté par l'évolution à la hausse des cours des matières premières agricoles. Oui, complètement. Sur tous les produits, que ce soit les produits laitiers, les fruits et légumes, ou même la viande qui est en train
en train de prendre des hausses perpétuelles. Sur tous ces produits, on prend des hausses constamment depuis plusieurs mois. Et ces prix sont répercutés sur votre carte ou pour l'instant le client final c'est $1 pour le client final? Pour l'instant, c'est $1 pour lui parce que pour l'instant, nous supportons encore ces hausses tant que nous le pouvons. D'accord. Et dans cette logique, est-ce que vous privilégiez les producteurs locaux, les producteurs bretons dans le choix de vos produits? Toujours, depuis le début, que ce soit ici ou que ce soit chez Marie-Morin, on a toujours privilégié les producteurs locaux ou bretons pour la plupart. De toute façon, moi j'ai un porc sur paille qui vient de Bretagne. Maintenant j'ai du bœuf qui vient de Bretagne. Mes légumes viennent de Bretagne principalement. Donc on essaye justement pour éviter ces surcoûts de travailler avec des acteurs locaux et fournisseurs locaux. Comme je le disais en introduction, vous êtes également co-dirigeant de la société Marie-Morin. On vient de voir également à l'écran une carte, une partie de vos cartes proposées à vos clients. Au niveau des desserts, revient très régulièrement la mousse au chocolat. Est-ce qu'il existe des synergies entre les produits de l'entreprise Marie-Morin et votre restaurant? Des synergies, en termes d'achat, il y a quelques synergies. Après, en termes de recettes, il y a forcément des synergies, parce que c'est moi qui crée les recettes chez Marie-Morin, donc forcément, je répercute un peu les recettes au Briquicourt, en sachant que j'essaie toujours d'amener une différence avec Marie-Morin, qui est plutôt une société artisanale, mais plutôt industrielle et GMS. Mmh. Et moi, j'essaie plutôt de travailler plus sur du chocolat plus fort, plus goûté et un petit peu plus travaillé, quoi. D'accord, je comprends. Donc du coup, on parle de cacao, c'est très important puisque le cacao est une des matières premières qui n'a pas trop évolué depuis le début de l'année, qui est quasi stable. Du coup, votre cacao, oui, c'est un cacao, vous dites qu'il est particulier, quelle est sa qualité particulière à votre cacao? Depuis 2 ans maintenant, on travaille avec un chocolatier. On travaille c'est un label qu'ils ont fait en interne chez eux. C'est un cacao trace, c'est-à-dire complètement équitable et tracé de la plantation jusqu'à chez nous. Donc forcément, on l'achète plus cher, mais ça permet aussi d'avoir une garantie de qualité, une garantie de prix aussi un peu plus stable pour les années à venir aussi, et puis avoir une garantie de volume aussi sur les années à venir pour tout, que ce soit Marie-Morin ou même les restaurants dans l'avenir. Je comprends. Du coup, on l'a vu précédemment que l'Europe fait face actuellement à la cinquième vague de Covid. Les cas sont très important. Est-ce que, j'imagine que oui, mais quel a été l'impact des différents confinements sur votre activité? Comment vous vous êtes organisé pour continuer votre activité? Nous, on a dû fermer 3 semaines au premier confinement. Après, on s'est mis à la demande, au vu de certains clients qu'on rencontrait, qui nous ont demandé si on voulait pas faire de la vente à emporter. Du coup, on a lancé, ce qui a plutôt très bien marché. Mais on avait avec toujours cette idée en tête, on voulait absolument réouvrir et refermer aujourd'hui, ce n'est même pas envisageable pour nous. Mmh. Si on devait le faire, on le ferait, mais c'est pas. On n'a même pas envie d'y penser. Ce serait l'alarme à l'œil, du coup, je comprends. Voilà. J'ai vu que vous proposiez des activités, des spectacles en dehors, donc c'est pas que de la restauration, c'est aussi vous inviter des groupes de musique, j'ai cru comprendre, à certains moments de la semaine. C'est une activité que vous lancez ou c'est quelque chose qui était dans votre business plan dès le départ quand vous avez ouvert ce restaurant il y a 3 ans? Alors, c'est quelque chose qu'on devait lancer il y a 2 ans. Alors, c'est juste l'été, on fait ça entre juin et juillet. C'est avec notre beau temps breton, on n'a jamais de certitude. On fait ça juin-juillet, c'est tous les vendredis soirs, les vendredis live. On devait lancer ça en 2020 et au vu du Covid, on a plutôt et des restrictions, on a laissé tomber et on a lancé ça l'année dernière. On était plutôt contents parce qu'en plus les gens avaient vraiment envie et besoin de revoir du monde, refaire des spectacles, revoir de la musique et prendre un bon verre dans un bar.
Je vous parlais de Bon Verre. Vous proposez du vin à la carte, j'ai vu sur votre carte. C'est du vin français. C'est du vin. Quelle est la profondeur de votre carte des vins dans votre restaurant? Alors sur la carte des vins, on travaille avec plusieurs fournisseurs, avec plusieurs cavistes aussi. Donc on a 2 fournisseurs principaux et puis plusieurs cavistes à côté. On essaye toujours de trouver les vins que personne n'a à côté. On commence à privilégier un peu plus le bio, mais aussi plutôt les petites structures et surtout des vins qu'on va pas avoir tous dans les restaurants à côté, quoi. D'accord. Et donc en parallèle, vous êtes donc co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin. Marie Morin, quelle est l'actualité de Marie Morin très rapidement aujourd'hui? L'actualité est bonne sur Marie Morin. Le Covid nous a pas du tout impacté. Les gens avaient envie de se faire plaisir. On est plutôt dans une bonne croissance, avec l'envie encore d'amener des produits encore artisanaux et comme du fait maison, comme c'est marqué, comme à la maison, et avec envie encore développer du local et encore développer des producteurs locaux au besoin. Ok, je comprends. Donc toujours dans cette logique de circuit court. Une dernière question. Vous avez donc bravo, vous avez réussi à passer quand même les différents confinements, ce qui n'est pas le cas de tous les restaurateurs en France. Est-ce que ce qui prouve donc la force à la fois de votre modèle économique et du choix de votre carte, est-ce que en tête vous auriez l'idée éventuelle d'ouvrir un 2e restaurant dans un avenir proche? Alors ça c'est une autre idée encore, oui. Ça, c'est une idée qu'on a avec ma femme aussi, parce que ma femme est avec moi. Mais on va déjà. On avait un business plan. Le business plan a pris un peu de retard, mais voilà. Et tout est possible dans les années à venir. Tout est possible, et toujours en Bretagne ou vous sortirez des Côtes d'Armor? Toujours en Bretagne? Toujours en Bretagne, toujours en Côtes d'Armor, et toujours chez moi. Toujours chez vous. Ok. Je vous remercie, Eric. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous rappelle que vous êtes. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes chef du restaurant Le Bruit qui court à Quessoy dans les Côtes d'Armor et également donc co-dirigeant de l'entreprise Marie Morin. À très bientôt, Eric, dans le Minimac de la lettre de l'acheteur. On marque une nouvelle pause et on retrouve ensuite les équipes de Day by Day pour votre focus hebdomadaire sur 2 matières premières. On en reparle tout de suite, juste après cette pause. À tout de suite. Nous sommes de retour dans votre mini-mac de la lettre de l'acheteur. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Quant à nous, on retrouve à présent Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous. Vous nous proposez aujourd'hui un zoom sur 2 matières premières que vous avez sélectionnées. Et on commence avec le white sugar qui pourrait être impacté par le récent rapport de l'ISO, l'International Sugar Organization, qui prévoit un déficit mondial de sucre de 2,55 millions de tonnes dans la saison 2021-2022, et ce en s'appuyant sur une baisse des perspectives de consommation. Est-ce que cette donnée est intégrée dans les cours, Mathieu ? Je ne sais pas si elle est forcément entièrement intégrée dans les cours. En tout cas, ce que l'on peut en dire, c'est que les acheteurs, eux, sont bel et bien présents sur le white sugar. Ça s'inscrit en fait depuis, grosso modo, 2019-2020 et la formation d'une base sur laquelle les cours sont venus s'appuyer. Cette base, elle était comprise entre 300 et 410, 420. Et on en est sorti courant janvier 2021. Déclenchant pour la première fois depuis bien longtemps sur le sucre une succession de creux et de sommets ascendants. Après une consolidation à plat au sein d'un triangle symétrique, eh bien, la tendance haussière a repris. Les creux et les sommets ascendants se poursuivent avec ampleur. Et on voit notamment
le dernier petit rebond sur 497 grosso modo, qui doit maintenant permettre une nouvelle accélération de cette tendance haussière en direction des résistances à 565 puis 619. On est sur un véritable retournement de moyen long terme sur le sucre qui se met en place. Le potentiel haussier est loin d'être épuisé et cette tendance ne donne aucun signe de faiblesse, bien au contraire. Ok, merci Mathieu. Donc je note que le sucre est dans une tendance haussière et pour encore longtemps. Le cours du soja a reculé jeudi à Chicago à l'issue d'une séance sujette à des prises de profit après les fortes hausses des cours de la veille. Des conditions climatiques favorables en Argentine et surtout au Brésil semblent peser sur les cours. Quelle est votre analyse, Mathieu, et techniquement, est-ce que ce mouvement baissier pourrait-il se poursuivre ? En fait, il faut décomposer la lecture des cours du soja sur plusieurs périodes. Alors, la première, on va dire, c'est de 2015 à début de mi-2020, où on est effectivement sur une lente glissade que l'on peut presque, sur cet horizon de temps à moyen terme, je rappelle que ce graphique, une bougie correspond à une semaine de cotation, qu'on peut presque donc en fait assimiler là aussi à une base de fondation, à en fait une digestion de la très longue phase de baisse qui a duré plusieurs années. Courant été 2020, une très très forte impulsion haussière s'est mise en place. Les cours sont passés de 800 à 1667,50 au plus haut sur mon graphique. C'est un élément majeur qui guide d'une certaine façon, qui tient vraiment le pas à toutes les autres lectures. C'est une impulsion très très forte. Et cette impulsion, elle a été retracée récemment jusqu'à atteindre le support majeur aux alentours des 1200. C'est un niveau fort, c'est le sommet, vous le voyez, de 2016, sommet qui est donc devenu support. Lorsqu'on a des polarités qui se mettent en place, d'anciennes résistances à support, c'est le signe qu'une tendance haussière ici est toujours active. Avec la réaction des 2 dernières semaines, ça préfigure pour moi d'une reprise de la phase haussière précédente. Elle peut, cette très violente impulsion peut se reprendre, peut poursuivre et atteindre. Alors, la toute première résistance, c'est 1430, mais c'est surtout en fait les sommets historiques aux alentours des 1800 qu'il faut viser. Je vous rassure, c'est sur un horizon de temps moyen terme. Un mouvement comme cela peut prendre plusieurs mois, voire quasiment une année complète. Mais à terme, c'est bien ce niveau qu'il faut viser. Donc la tendance haussière, pour moi, elle reprend maintenant sur les cours du soja. Ok, très clair. Donc le soja qui pourrait en tout cas retrouver sa tendance haussière précédente. Merci à vous, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, pour ses commentaires, analyses sur ces 2 matières premières. À très bientôt sur TV Finance pour parler de matières premières et plus régulièrement encore des marchés actions le matin aux environs de 9h dans le live de TV Finance. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Le Minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous car on revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs. À tout de suite.